Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. À quelques jours de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales, les électeurs se font encore rares. À Grand Yoff, seulement 10 dossiers sont reçus en moyenne par jour par la commission. L'association espagnole de Catalogne vient de financer la construction d'une maternité à Thiobon. Cette infrastructure qui va coûter 80 000 € permettra de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. La rubrique Sciences et technologies, l'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Révision exceptionnelle des listes électorales. Ce n'est pas encore le grand rush des citoyens au foyer des jeunes de Grand Yoff. 10 dossiers sont reçus en moyenne par jour par la commission. Si pour les membres de la dite commission, les Sénégalais sont bien informés, cependant d'autres disent ne pas être au courant. C'est un reportage de Mamadou Fall. Inscription sur les listes électorales, ce n'est toujours pas la grande affluence au foyer des jeunes de Grand Yoff. 2 commissions y sont installées, une appelée classique pour s'occuper de ceux qui ne se sont jamais inscrits et une autre dénommée cruciale pour ceux qui désirent changer leur lieu de vote. 10 dossiers sont reçus et traités en moyenne par jour. Khalil Sour, membre de la commission électorale départementale autonome. Pas massivement. Au départ, on avait une moyenne de 5 dossiers traités par jour. Mais, alhamdulillah, depuis quelque temps, ça a doublé. Maintenant, nous traitons en moyenne 10 dossiers par jour. Nous avons commencé les inscriptions le 1er mars. Et la clôture est prévue pour le 23 avril, Inch'Allah. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette situation? Une mauvaise campagne de sensibilisation? Non, répond notre interlocuteur qui se justifie. Il y a des spots qui passent à la télé, donc les gens doivent être avertis. Pour ceux qui regardent les informations à la télé, bien sûr. Une thèse réfutée par cet étudiant en Master 2, Ousseynou Sané, puisque c'est de lui qu'il s'agit, déplore le manque de communication noté dans la campagne de sensibilisation. Bon, je devrais dire que je viens de l'apprendre par vous-même. Donc, j'ai juste envie de dire qu'il y a certaines de ces politiques, des fois, ou bien de ces informations qui sont vraiment capitales et qui tardent à être vraiment reçues par les populations. Alors que normalement, l'État dispose normalement des canaux de communication. Pour rappel, les inscriptions sur les listes électorales ont démarré depuis le 1er mars. La date de clôture est prévue pour le 23 avril prochain. 80 000 €, c'est le coût de la seconde maternité financée par une association espagnole de Catalogne pour le village de Thiobon. Cette infrastructure, née du partenariat avec le congrès de ce village, vient soulager les populations et lutter contre la mortalité maternelle et infantile, compte rendu Cheikh Tidiane Cissé. Le combat contre la mortalité maternelle et infantile dans le village de Thiobon est sur le point d'être remporté par le congrès de ce village. Une équipe d'Espagnols trouvée en plein chantier de construction d'une maternité moderne dans cette contrée du Blouf donne toutes les raisons de croire aux fruits du partenariat entre le congrès de Thiobon et cette association provenant de la province barcelonaise. Nous venons la première année à Thiobon en 2007. Nous initions la coopération avec la Asoret, qui est l'association de Thiobon. Nous faisons projets techniques à l'école primaire. Nous faisons l'installation électrique et remodélation de la fenêtre et les murs. Fait un peu de réhabilitation. Et après, nous travaillons beaucoup en coopération à Tion-Kessil. Et nous retournons ici avec Asoret pour faire cette maternité. Cette maternité, c'est un projet de notre ONG, Action Solidaria del Vallès. Nous sommes de la population de Sant Quirze del Vallès, à côté de Barcelone, et nous faisons coopération pour le développement seulement au Sénégal, à Casamance, à la zone de Blouf. Tout le Sénégal, c'est trop bien. La personne il est très gentille, toute la famille c'est bien avec nous, très gentille, et c'est bien. Et on fait ici de la peinture. Quoi de plus normal pour que le président du congrès de Thiobon salue cette œuvre et lève un coin de voile sur sa pertinence? Bon, c'est une fierté. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais eu de maternité. On a eu une maternité, ça fait longtemps.
depuis les années, je ne sais pas, les années 70, 78 comme ça. Mais c'était une maternité qui a été construite par nous-mêmes, n'est-ce pas? Bon, mais c'est la vétusté de cette maternité qui fait que nos partenaires, quand ils sont venus voir le bâtiment, avec les conditions dans lesquelles les femmes vraiment accouchaient là-bas, vraiment c'était des remords. Ils nous ont dit, en tout cas, nous sommes prêts à vous aider, n'est-ce pas, à construire une maternité. Donc, ce qui veut dire que l'importance de la maternité aujourd'hui, vraiment, moi je ne peux pas le dire, mais les spécialistes de la santé, n'est-ce pas, peuvent vraiment nous dire que c'est une garantie pour la santé maternelle et la santé infantile. Dans moins d'un mois, le village de Thiobon bénéficiera alors d'une seconde maternité au grand bonheur des femmes et des enfants de cette contrée du département de Bignona. Le tourisme se porte bien cette année au Cap Skirring. L'affirmation est du maire de Diembéring. Tombong Gueye a félicité au passage l'État du Sénégal pour les efforts consentis. Tombong Gueye que je vous propose de suivre au micro de Sissa Okoli. Les informations que nous recevons donc, des hôtels et acteurs touristiques sont quand même rassurantes. Elles sont rassurantes, d'autant plus qu'elles tendent justement à la hausse. Le Club Med, jusqu'au moment où je vous parle, est presque plein à plus de 90%. La Payotte également, qui est quand même un hôtel phare dans la localité ici également, et connaît quand même une fréquentation tout à fait acceptable, n'est-ce pas? Sans compter maintenant peut-être le tourisme intérieur, le tourisme national. Les gens de plus en plus, et ce quelle que soit la période douloureuse que nous avons connue avec les massacres de Bofa, n'ont pas déserté donc, la destination Casamance, et c'est tout à fait heureux. Je pense qu'on est arrivé là grâce à l'implication de tout le monde. On a beaucoup communiqué pour sensibiliser les partenaires donc, du Sénégal relativement aux questions de sécurité et aux questions donc, touristiques. Mais l'État également, pour dire vrai, a quand même joué toute sa partition avec Michel le ministre du Tourisme, que nous remercions au passage, son homologue de la sécurité, le ministre de l'Intérieur également, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les touristes puissent continuer justement à être en sécurité en Casamance et à être animés par une intention de continuer à venir ici. Et normalement, dans le mois, le ministre du Tourisme viendra ici pour officialiser l'installation de l'antenne SAPCO de la région de Ziguinchor. Ça se passera, parce que j'ai eu le directeur de la SAPCO hier, ça se passera donc au courant du mois d'avril. Et c'est une concrétisation du rapprochement et du sérieux que l'État accorde aujourd'hui à la Casamance concernant le volet du tourisme. Ça, c'est tout à fait important. Le maire de la commune de Malicounda était à Diembéring en fin de semaine dernière. Cette visite entre dans le cadre d'un jumelage qui lie les deux communes depuis 2 ans. Ces villes comptent à travers cette union tisser des partenariats dans d'autres domaines. C'est un reportage de Sissa Okoli. Diembéring a reçu ce week-end une forte délégation venue de Malicounda. Celle-ci est dirigée par le maire de cette commune située dans le département de Mbour. Le maire de la commune de Diembéring, Tombong Gueye, revient sur le sens de ce partenariat. Nous avons donc saisi le prétexte de l'histoire commune entre Serer et Yola. Dans la commune de Malicounda, il y a quand même beaucoup de Serer. L'année dernière, nous y avons été, n'est-ce pas, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser nos terroirs autour de projets, mais surtout pour dire à l'État que les populations sont tout à fait prêtes pour l'accompagner dans ces grands projets qu'il a donc initiés dans ces 2 zones-là. Aujourd'hui, la SAPCO est la maîtresse d'ouvrage de cette politique-là. Ils ont commencé déjà à s'installer dans la localité avec l'ouverture de leur antenne. Ici, donc, en Casamance, dans la Petite Côte, ils étaient déjà là depuis. Donc, il y a comme projet, ici dans la commune de Diembéring par exemple, la fameuse recapitalisation de la station balnéaire du Cap Skirring. Ces 2 communes comptent à travers ce jumelage nouer d'autres partenariats pour renforcer davantage les relations. Maguette Sène, maire de Malicounda. Au-delà de ce ciment culturel-là que nous voudrions utiliser pour consolider la paix en Casamance, il y a effectivement des similitudes entre les 2 communes de Diembéring et de Malicounda. C'est des communes balnéaires, c'est des communes qui sont des communes côtières. Vous avez la future station balnéaire de Pointe-Sarène et la station du Cap Skirring, qui sont des projets chers au président de la République avec la SAPCO. Donc pourquoi pas que nos jeunesses puissent mettre en place des projets communs
dans le cadre de, en tout cas, accueillir ces projets-là que le gouvernement veut mettre en place dans ces 2 stations balnéaires. Effectivement, les 2 communes ont des similitudes au plan économique et justement, ça devra être la continuation de ce que nous venons de démarrer au plan culturel. Ibrahima Ismaïla Ndiaye, le préfet du département de Oussouye, invite les maires à la pérennisation de pareilles initiatives, non sans garantir l'accompagnement de l'État du Sénégal. Je me réjouis, au nom de Monsieur le gouverneur, de venir participer à cette rencontre. J'aimerais rassurer l'ensemble des populations que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité en Casamance. Encore une fois, il fait bon vivre en Casamance. Il y a plus d'accès à l'électrification, il y a plus d'accès à l'eau potable, il y a plus de prise en charge des préoccupations des populations, donc que tout le monde se rassure. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire de la Casamance une région prospère. Et cela a été déjà engagé par les initiatives de Monsieur le Président de la République. Cette manifestation de 3 jours a mobilisé toute la commune de Djembéren et a vécu dans une ambiance folklorique avec les Diola qui représentent la commune de Djembéren d'une part et les Sérères, l'ethnie majoritaire de Malicounda d'autre part. A rappeler que lors de la première édition de ce jumelage, c'est la commune de Malicounda qui avait accueilli en première, celle de Djembéren en 2017. Religion à présent, la responsabilité des parents et des enfants dans l'islam est le thème principal choisi par les habitants de Mangoulé pour leur gamou annuel rotatif organisé cette année dans la commune de Bignona. La veillée religieuse était présidée par le marabout El Hadj Fansou Bouyan, suivant le compte rendu de Lamine Badiane. C'est ce week-end que le village de Mangoulé a célébré la nuit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce fut, comme chaque année, l'occasion de réunir tous les fils de Mangoulé et cette fois à Bignona et de débattre du thème relatif à la responsabilité des parents et de leurs enfants dans la pratique de l'islam. Il y a un travail de sensibilisation à faire, mais on est heureux de constater que progressivement, la diaspora s'implique. Ça se faisait des années où on ne constatait aucune participation étrangère dans la gestion financière de ce gamou-là. Mais aujourd'hui, on est en train de constater effectivement que la religion est en train de pénétrer davantage les cœurs des populations de Mangoulène, ici dans Mangoulène, dans ce Sénégal et hors du Sénégal. Et si on est d'accord pour dire que chaque père de famille est considéré comme un berger et qu'il sera appelé à expliquer comment il a géré sa bergerie, il faut accepter également pour dire que chaque père de famille est un responsable devant ses enfants, devant sa famille. Et donc il serait important, et il est même important, je devrais dire, que cette famille-là soit bien éduquée, que cette famille-là soit mise sur le bon chemin, le chemin qui mène vers l'islam, le chemin qui mène vers Dieu et le chemin recommandé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut également le moment choisi pour étaler devant les autorités les difficultés qui plombent le développement du village. Les difficultés et problèmes qui freinent le développement du village de Mangoulène ont pour nom l'absence de pistes de production adéquates. Mangoulène ne dispose pas de pistes de production qui permettent aux véhicules d'y accéder facilement. Cette situation est encore pire pendant la saison des pluies du fait de l'impraticabilité des routes ou sentiers. Le parrain du Gamou est Timamina Dafé, coordinateur national du PRODAC, qui s'est fait représenter avec un message pour les jeunes notamment. C'est un message envers la jeunesse, que cette jeunesse soit dynamique, soit engagée dans le développement, dans ce qu'il est en train de faire un peu partout au Sénégal, c'est-à-dire le développement agricole à travers le PRODAC. Il a la responsabilité de ce grand programme de l'État. Il est en train de le mettre en œuvre un peu partout au Sénégal et il souhaiterait le mettre en tout cas dans le département. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas le faire sans la jeunesse. Il appelle à la mobilisation et à l'implication de la jeunesse.
La présence du marabout Elhadj Fonsou Bodian a rehaussé l'événement et la venue de plusieurs autres dignitaires religieux et politiques comme le député Moussa Sané, originaire de Mangoulène, venu avec des représentants du ministre Aminata Angélique Manga, démontre de l'importance que les uns et les autres accordent à des rendez-vous de ce genre. GMS Bignona, Lamine Badiane. Place maintenant à la rubrique Sciences et Technologies présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre rubrique hebdomadaire des découvertes scientifiques et technologiques. Après la Terre et l'eau, le royaume nordique se tourne maintenant vers le ciel avec l'objectif d'électrifier tous les vols courriers d'ici à peine plus de 20 ans. À l'échelle globale, on estime généralement à environ 5% la contribution du transport aérien au réchauffement climatique via ses émissions de CO2 et d'autres substances, oxyde d'azote, vapeur d'eau. Une part qui risque fortement d'augmenter si rien n'est fait, d'autant que le nombre de passagers va presque doubler d'ici 2036 pour atteindre 7,8 milliards de voyageurs selon les projections de l'Association des transports aériens internationaux. Face à cette urgence climatique, l'industrie aérienne s'est engagée à réduire de moitié en 2050 ses émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005. Un nouveau satellite chercheur d'exoplanètes s'apprête à être lancé. Il s'agit de TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Cette mission de la NASA a pour objectif d'étudier les exoplanètes par transit. Elle s'inscrit dans la continuité de Kepler et prépare le terrain pour l'Observatoire spatial James Webb, le successeur d'Hubble, dont le lancement est maintenant prévu en 2020. TESS doit être lancé le 16 avril 2018. Il décollera du centre spatial Kennedy de la NASA à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX. TESS fait le pari de découvrir des planètes intéressantes du point de vue de l'exobiologie, comme le souligne George Ricker du Massachusetts Institute of Technology et chercheur principal de la mission. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, la luminosité apparente de l'étoile baisse légèrement car une petite fraction de sa surface est cachée temporairement. L'analyse de la courbe de luminosité permet alors d'obtenir des renseignements sur les planètes telles que la masse et la densité. Si Kepler a découvert quelques 2600 exoplanètes confirmées situées autour d'étoiles entre 300 et 3000 années-lumière de la Terre, TESS devrait en découvrir bien plus. C'est peut-être une avancée significative dans la lutte contre le cancer. Un test sanguin expérimenté par des chercheurs américains et australiens a permis de détecter de manière précoce plusieurs cas de maladie avant l'apparition des symptômes. 7 cancers sur 10 dépistés en moyenne. L'étude révélée par le magazine Science a été menée auprès de 1000 patients. Le taux de dépistage a été de 70% en moyenne pour les cancers les plus fréquents, notamment ceux de l'ovaire, du foie, de l'estomac ou du pancréas, qui sont difficiles à détecter avant l'apparition de métastases. D'autres études sur un échantillon beaucoup plus large doivent être réalisées avant une éventuelle commercialisation de ce test sanguin qui donne l'espoir d'améliorer les chances de guérison et de sauver des vies. Chaque année, le cancer tue environ 9 millions de personnes dans le monde selon des estimations de l'OMS. C'est tout pour votre rubrique Sciences et Technologies. Rendez-vous pris la semaine prochaine avec d'autres découvertes. Nous ouvrons à présent la page des sports. En sport, l'équipe des moins de 13 ans de Ziguinchor est championne nationale de la dite catégorie. C'est la région de Saint-Louis qui a abrité le tournoi organisé à l'occasion. Elhadj Babakar Sano, entraîneur des moins de 13 ans de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Sissao Koli. C'était une grande première. Au début, ce n'était pas évident. Amener des jeunes de U13 jusqu'à Saint-Louis, traverser toute une région et tout un pays aussi. On était arrivé à 3 h du matin et les gosses se sont
Ils étaient tellement fatigués, le lendemain on a démarré les compétitions. Au fur et à mesure qu'on a continué, les gosses se sont illustrés. C'était le travail qu'on avait fait ici à Ziguinchor. Bon, beaucoup de séances qu'on a fait avec les 18 jours convoqués. Ils ont répondu présent à tout ce qu'on était. On jouait 3 matchs le matin, 3 matchs le soir. Avec tous les régions représentées, les jeunes étaient tellement motivés. Ils m'ont dit qu'on va amener la coupe à Ziguinchor. Je leur ai dit, en fait, si vous faites ça, ce sera un honneur pour moi parce que c'est ma première participation au tournoi des U13. Vraiment, je suis très content et satisfait de ces gosses-là. Que je crois, si on les encadre, on aura beaucoup de joueurs qui vont sortir ici. Parce que parmi ces joueurs-là, on a eu 7-8 joueurs qui ont été nominés pour les meilleurs joueurs du tournoi. Les recruteurs étaient là-bas. On a eu les 2 meilleurs buteurs étaient dans notre équipe. La meilleure défense, meilleur gardien, meilleur buteur et le meilleur joueur aussi. Vraiment, c'est une participation satisfaisante. Je suis très content et j'encourage aussi ces jeunes et qu'on les aide aussi à s'améliorer. Amadou Pio-Diatta, le président de l'ORCAV de Ziguinchor, qui a accueilli la délégation, se dit satisfait de la performance de l'équipe locale des moins de 13 ans, que nous écoutons toujours au micro de Sissao Koli. Sentiment de satisfaction, parce que ce n'était pas évident, des jeunes de cet âge qui ont parcouru un trajet aussi long de Ziguinchor jusqu'à Saint-Louis, qui ont parcouru tout le Sénégal, disons, pour aller découvrir, qu'ils puissent participer à un tournoi de cette envergure et le remporter, ce n'était pas évident. Je voudrais les féliciter l'encadrement technique qui abat un travail extraordinaire au niveau de cette catégorie. Cela prouve encore une fois qu'à Ziguinchor, le football marche, le sport, c'est une région sportive. Toutes les catégories sont en train de compétir. C'est pourquoi donc ces jeunes nous ont honorés de par leur brillante participation. Nous les avons suivis depuis leur départ et tout compte fait, toute la région, tout le mouvement associatif se réjouit de ce résultat formidable qui nous a permis véritablement d'être au sommet, en tout cas de ce tournoi qui était un tournoi très important. Parce que c'est la première édition d'un tournoi des U13 que l'ONCAV a organisé. C'est vraiment magnifique que ces jeunes puissent nous représenter de la sorte et revenir avec la coupe. Je voudrais les féliciter l'encadrement technique, mais féliciter aussi les parents qui ont eu une confiance pour mettre à la disposition, en tout cas de cet encadrement, ces enfants de cet âge qui ont parcouru tout Ziguinchor pour en tout cas revenir avec ce trophée. Je voudrais les féliciter et les remercier, prier véritablement le Tout-Puissant pour qu'il continue de les encadrer, pour qu'il continue de faire en sorte qu'ils puissent continuer à briller dans les différentes compétitions auxquelles ils seront confrontés. L'ASC Goudiabia est l'équipe championne d'un tournoi de football aux dépens de Bagadadji à la fatidique séance des tirs au but après un match nul, vierge à la fin du temps réglementaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre des journées culturelles du village de Bunkilindiola dans la commune de Bambali. Fodé Kaba Sedi, le parrain de cette manifestation, invite les pouvoirs publics à abréger le calvaire de ces populations. Nous l'écoutons au micro de Lamine Diop. C'est des jeunes qui sont engagés et qui vraiment œuvrent, n'est-ce pas, pour le développement de leur village. Donc, depuis l'année dernière, ils ont organisé ce genre d'activités. Cette année également, ils ont organisé. Donc, au menu de ces activités, ils ont fait une conférence cet après-midi, axée sur le développement, n'est-ce pas, de la localité. Ils ont parlé également de l'accès, n'est-ce pas, au village. Il y a un problème de voirie. Ils ont parlé également d'un problème d'électricité et un problème d'école. On voit que les enfants sont là, mais ils sont inscrits à l'école de Kapol. Entre Fier et Kapol, il y a presque 2 ou 3 kilomètres. Donc un enfant qui doit venir de Kapol et venir à Bunkini manger et repartir à Kapol à 15h, c'est sûr qu'il sera en retard. Voilà pourquoi aujourd'hui la jeunesse de Bunkini, ils se sont donné la main, ils sont organisés afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, demander à l'État de venir à leur aide afin qu'ils puissent avoir une école, une route et de l'électricité dans le village. J'ai assisté à la 3e à 4e place et également la finale a été jouée entre Goudiabia et Bagadadji. Donc, comme l'a si bien dit l'adage, le football, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Donc, c'est toutes les deux ASC, ils n'ont pas démérité. Surtout l'ASC perdante, il n'a pas démérité.
elle a bien joué, elle a fait tout ce qu'il doit faire. Mais la loi du football, c'est comme ça, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, c'est tout à fait normal. L'ASC Goudiaby a remporté la finale et souhaitons que l'année prochaine, l'ASC Solence également puisse aussi prendre la relève. Au programme de ce mardi 10 avril 2018, pour la Ligue des Champions. À 18h45, AS Rome jouera contre Barcelone. 18h45 également, Manchester City fera face à Liverpool. Mercredi 11 avril 2018, 18h45, Bayern contre FC Séville. Également, Real de Madrid contre Juventus. Voilà ce qui fait l'essentiel du sport dans ce journal. L'actualité internationale de ce mardi 10 avril 2018 nous mène au Nigeria, en France et en Russie. Synthèse Maïmounaba. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari compte se représenter l'an prochain. À 75 ans, cet ancien général putschiste, élu président en 2015, fait fi de ses problèmes de santé alors que ses capacités physiques et intellectuelles ont plusieurs fois été questionnées en raison d'absences répétées à des moments importants du pays. Ses promesses de lutter contre la corruption endémique du pays et contre le groupe djihadiste de Boko Haram avaient séduit les électeurs, mais sa présidence aura été ternie dès le début de son mandat par les inquiétudes sur sa santé. Le Nigeria est encore en grande difficulté économique et reste en proie aux tensions ethniques et aux violences de Boko Haram. En France, la laïcité a-t-elle été remise en cause par le discours d'Emmanuel Macron à la conférence des évêques? Oui, répond la gauche presque unanime. Le président français a déclaré vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Il s'est dit convaincu que la sève catholique doit contribuer à faire vivre notre nation. La France insoumise, le PSE Benoît Hamon et même Manuel Valls sont montés au créneau pour s'indigner. Indigne, irresponsable, où est passée la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État? Réponse du gouvernement. L'État est laïque en France, mais la société française n'est pas laïque, a expliqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Le président a dit hier très clairement que l'Église n'avait rien à attendre de lui et que lui attendait des catholiques un engagement qui est un engagement ancien dans l'histoire de la France dans le monde associatif caritatif via le travail sur les questions de vulnérabilité, de grande pauvreté et de fragilité des personnes. En Russie, fake news, voilà comment l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies parle de l'attaque chimique présumée le 7 avril dernier dans la ville de Douma, en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence lundi pour évoquer le sujet. Le représentant de Moscou, Vassili Nabensia, a déclaré qu'il n'y a pas eu d'attaque chimique en Syrie. Il a expliqué que les spécialistes russes s'étaient rendus sur place et n'avaient découvert aucune trace de chlore ou d'une quelconque substance chimique qui aurait été utilisée contre les civils. Cette attaque chimique présumée a fait au moins 48 victimes et a causé de graves difficultés respiratoires chez les centaines de personnes, d'après les secouristes syriens et d'une ONG locale. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a traité Bachar al-Assad de monstre. Elle a déclaré que la justice devrait être rendue plus tôt dans la journée. Le président Donald Trump a évoqué une éventuelle action militaire des États-Unis. Selon ses mots, le régime de Damas ainsi que ses alliés russes et iraniens pourraient, je cite, payer le prix fort pour cet acte barbare. Nous accueillons à présent Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La presse quotidienne de ce mardi accorde un traitement de faveur à l'actualité politique marquée par divers sujets. Sud Quotidien, par exemple, revient sur la présidentielle 2019 et le débat sur le parrainage électoral. L'opposition ferme la porte à cette réforme, affiche le journal à sa une. L'attention autour du projet de généralisation du système de parrainage à tous les candidats à l'élection présidentielle n'est pas parti pour baisser en dépit de la disposition affichée par le régime à dialoguer avec l'opposition en vue de revoir à la baisse le pourcentage de signature de 1% de l'électorat, écrit Sud Quotidien. Des responsables de l'opposition interrogés par le journal, parmi lesquels le
professeur Issa Sall du PUR et Pape Medoune Sow du Grand Parti ont pratiquement réitéré la position de principe de leur parti politique consistant à rejeter sans fioriture la main tendue du chef de l'État qui serait disposé, selon certaines sources, à recevoir l'opposition pour une solution de sortie de crise, ajoute Sud Quotidien. Pendant ce temps, Enquête s'intéresse à la création de nouvelles coalitions de l'opposition et souligne l'impossible entente, car depuis 2012, l'opposition sénégalaise cherche à fédérer ses forces sans jamais y parvenir jusque-là. Pinchou Maskanui, Fipou, Djok Jotnan, les dernières retrouvailles des contestataires du régime, écrit Enquête Quotidien. Au même moment, l'AS informe que Macky Sall remobilise ses troupes avec des audiences tous azimuts au palais. Le quotidien parle d'économie avec ce marché de gré à gré de 400 milliards. La SAR, Société africaine de raffinage, raffine dans l'égalité, écrit le journal, soulignant que le conseil d'administration n'est pas informé du contrat avec Oryx SA et qu'une sommation interpellative est envoyée au DG et au PCA. Le Soleil revient sur la visite au Sénégal du ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif. L'Iran offre son savoir-faire au Sénégal en matière de formation au métier des hydrocarbures, annonce le quotidien national. Parlons de la Ligue des Champions et c'est le moment de jeter un coup d'œil sur la une de Stade Quotidien qui note sur sa page de titre Sadio pour achever City. Mbaye Gueye est remonté contre les sanctions financières, à en croire Sunulam qui note les lutteurs doivent observer une grève de 6 mois. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.